Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord rapidement, mais très sincèrement et chaleureusement remercier les organisateurs de ce colloque, l'association Jean Monnet notamment et le professeur Bossuat tout particulièrement. Mon papier s'inscrit dans la continuité de celui que j'avais commis en 2010 à propos déjà des relations entre Jean Monnet et Pierre Quesnay, puisque pour reprendre les propos du professeur Bossuat dans son introduction, il s'agira pour moi d'essayer de saisir un ami de Jean Monnet, Pierre Quesnay, et ce que cette relation forte, cette relation importante, nous apprend sur Monnet. Je m'appuie essentiellement, et ça va en être aussi les limites, sur les sources privées de Quesnay, de la famille Quesnay, qui m'y ont très libéralement donné accès, avec, je le dis, une source totalement inédite, féconde, mais aussi les limites de cette source privée qui va limiter ma réflexion au ras du quotidien et qui va être largement aléatoire, avec de nombreuses trous, de nombreuses questions qui resteront sans réponse, y compris celles que le professeur Gilec soulevait à l'instant et sur lesquelles je n'ai pratiquement pas d'éléments. Alors, peut-être tout d'abord, dans cette introduction, deux présentations rapides. D'abord, la présentation rapide de Pierre Quesnay, qui est encore dans une certaine obscurité, et dont le parcours d'homo novus n'est pas sans certaines similitudes avec celui de Monnet. Il doit sa réussite brillante à son parcours scolaire et universitaire de bon élève, comme disait Jean Bouvier. C'est un élève de Charles Rist, qui, après une honorable guerre, rentre à la commission des réparations d'abord à Paris, puis ensuite part en Autriche, où il va être un des acteurs majeurs de la reconstruction monétaire autrichienne, et c'est là où il rencontre Jean Monnet, comme on en avait déjà parlé il y a quelques années. En 1926, il arrive à la Banque de France en même temps que son mentor Rist avec le gouverneur Moreau. Il y sera officiellement et notamment directeur des études, mais il a un rôle qui est plus large, plus vaste. Il sera un des acteurs majeurs des négociations du plan Young, deviendra à ce titre le premier directeur général de la BRI, de la Banque des règlements internationaux, jusqu'à sa disparition accidentelle, brutale, en 1937, qui le prive d'un destin sans doute encore plus brillant par la suite. Deuxième présentation rapide, le contexte général, qui est celui évidemment de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire celui de l'après-Première Guerre mondiale, que je vais sommairement définir en 3 points en ce qui concerne le système international financier. C'est un système financier international qui est totalement bouleversé, d'abord à cause des conséquences directes politique directe de la guerre, avec l'apparition de nouveaux États dont il faut stabiliser la monnaie. Ensuite, sont des bouleversements des rapports financiers internationaux, avec le rôle central du capital américain. Et enfin, c'est un système financier bien plus complexe que celui d'avant 1914, par la fin du système du gold standard et l'apparition de nouveaux acteurs, d'un nouveau type d'acteurs, en particulier les experts financiers, dont fait partie Quesnay. Et parmi ces acteurs, Monnet est indiscutablement, pour reprendre là également les termes du professeur Bossuat dans son introduction de tout à l'heure, un acteur d'un nouveau type, d'un acteur qu'il faut essayer de définir, et ça va être un des enjeux, avec toutes les limites que j'ai fixées de ce papier, quel acteur de l'économie, quel acteur des finances est Monnet dans les années 20 et dans les années 30. Par rapport à ces 3 bouleversements sommairement définis, à chaque fois, on va pouvoir les éclairer par des moments bien particuliers où la trajectoire de Monnet et de Quesnay est particulièrement proche, et ce sera les 3 temps de mon exposé. Ça sera d'abord le rôle de Monnet dans la stabilisation française de 1926, autour de la stabilisation française de 1926, car d'après les sources de Quesnay, Monnet y joue un rôle tout à fait important et tout à fait discret. Et on va essayer de le mesurer. Ensuite,
ça sera les bouleversements monétaires à l'échelle européenne avec les stabilisations. Et j'essaierai d'apporter quelques éléments nouveaux au dossier déjà bien connu de la stabilisation roumaine et polonaise. Et enfin, à partir là aussi de documents inédits, j'essaierai d'apporter quelques éléments fort modeste, sur la situation de Monet, le rôle de Monet dans les années 30, quel acteur essaie-t-il d'être et avec quel succès. Donc, dans un premier temps, le rôle de Monet, intermédiaire discret mais essentiel dans la stabilisation française de 1926. Premier point que je voudrais développer, dans la confusion autour de cette stabilisation, les contacts permanents entre Quesnay et Monet. Alors, il faut remettre cette crise monétaire en perspective, et là aussi, je vais appuyer ce qu'a dit le professeur Bossuat tout à l'heure. C'est une crise monétaire, mais pour la France des années 20, cette crise de 1926, c'est devenu une crise politique. C'est le moment où les questions monétaires, quasiment érigées en philosophie politique, comme le disait déjà Jean Bouvier, deviennent une question chaude au centre des débats politiques. Et donc, en faisant de l'économie et des finances, Quesnay, Monet vont intervenir dans le champ du politique, y compris au moment du coup d'État à la tête de la Banque de France, en fin juin 1926, comme le disait Quesnay et aussi le dira quelques temps plus tard Jean Bouvier, avec l'arrivée voulue par le pouvoir politique à la tête de la banque du triumvirat Moreau, Rist, Quesnay. Alors, dans cette crise monétaire, qui est aussi donc une crise politique, premier élément, la proximité constante entre Quesnay et Monet. Les carnets de Quesnay, qui sont extrêmement bien renseignés pour cette période, nous montrent un Jean Monet qui est la personne que Quesnay voit le plus, hormis Rist, pendant toute la période. C'est notamment, je ne prendrai qu'un exemple, c'est notamment chez Monet que Quesnay apprend l'échec de Caillaux et les combinaisons qui se mettent en place pour l'arrivée de Poincaré à la mi-juillet 1926. C'est également chez Monet que retourne Quesnay au retour de son premier voyage auprès de la Banque d'Angleterre un peu plus tard. Donc, sans cesse, les deux hommes sont en contact. Ce contact remonte assez tôt dans la chronologie de la crise, c'est-à-dire qu'il remonte dès la fin du mois de mai 1926, avant la panique de la fin juin, début juillet, au moment où le ministère Briand-Caillaux, ou Briand et Caillaux, tentent un plan commun pour forcer la main de la Banque de France. Ainsi, Quesnay note le 24 mai, Rist annonce que des changements à la Banque seront préparés, sans doute Moreau, mais voici le futur secrétaire général, dit Rist, laissez-vous faire, dit Monet. Donc on voit déjà Monet qui appuie Quesnay. Il va l'appuyer encore plus fortement une fois Moreau nommé à la tête de la Banque, 28-29 juin 1926, toujours les carnets Quesnay. Monet vient de chez Caillaux où l'on me pousse, il est content de ses entretiens. Et content aussi que l'on pousse ainsi Quesnay. On a à la lecture des carnets Quesnay et avec ce que l'on a dit tout à l'heure d'Avenol, l'impression que Monet est une sorte de marionnettiste hors pair dans la coulisse tendant par tous ses fils. Le 5 août 1926, Quesnay note toujours « Dîner Avenol, c'est Monet qui lance ». Et il souligne, au Boin, place Denis, après moi, point d'interrogation. Donc on a vraiment l'impression, à ce moment-là, au moment où change l'état-major de la Banque, que Monet est dans la coulisse et place ses hommes entre guillemets. Mais ça serait trop univoque, la relation est plus complexe, puisque c'est aussi dans l'autre sens. Voilà ce que note Quesnay le 30 mai 1926. Il faut contacter Meyer pour avoir Drouillet, toucher Laval pour Monet.
Et le lendemain, Kenney poursuit, drouillé téléphone, plus rien à faire pour Monet, liste étant parue, Comer attristé au téléphone. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit tout simplement, je pense, de la constitution du comité des experts, en fait, qui va se prononcer sur le franc, sur les solutions pour stabiliser le franc, et dans lequel il semble, à la lecture de cette source, eh bien, que Monet aurait pu être intéressé, aurait plus ou moins cherché à intégrer cette structure. Alors, c'est une source unique, il faudrait voir s'il y en a d'autres ailleurs, mais elle montre bien quand même la place importante que Monet joue à ce moment-là. Alors, si on essaie de préciser un petit peu le rôle de Monet à ce moment-là, quel est-il? Eh bien, c'est un rôle de connecteur à l'international. Jean Monnet est celui qui va fournir à Kenney et donc au nouvel état-major de la Banque de France les contacts dans le monde anglo-saxon, d'abord américain mais aussi britannique, pour pouvoir modifier la politique de la banque. C'est chez Monnet que Kenney fait la connaissance de Kindersley, de la Banque Lazare, qui est une connaissance ancienne et bien connue de Monet. C'est chez Monet, toujours un peu plus tard, qu'il fera la connaissance de Dwight Morrow, qu'il rencontre de la part de Monet, 3 septembre 1926. C'est chez Monet qu'il est connecté avec les gens de la Chase. On a très clairement ce rôle de Monet qui met en relation par Kenney la Banque de France avec les banquiers américains. C'est aussi par Monet que Kenney sait ce qui se passe à la Banque d'Angleterre. Alors, c'est des choses très au ras du quotidien, je le redis, très pratiques. Le 22 juillet, Kenney note « Je pars ce soir pour Londres, Morrow riste. »« Non, dit Monet, Norman est absent jusqu'à lundi. » Le 27 juillet, télégramme, Norman arrive demain, sera ici jeudi. Monet confirme. On voit bien qu'il est une sorte d'informateur particulier de la banque pour ces contacts avec l'étranger. Alors, ces contacts avec l'étranger, ils sont totalement essentiels pour la nouvelle équipe de direction de la banque, parce que cette nouvelle équipe à la tête de la banque, et notamment Kenney, il est le plus à même des trois à l'impulser et même à la souhaiter, va amener la Banque de France, qui se définissait encore avant la Première Guerre mondiale comme un organisme strictement national, dans lequel on connaît l'hostilité d'un certain nombre de régents à l'ouverture à l'international, eh bien, le nouveau triumvirat va se tourner vers les autres acteurs internationaux, les autres acteurs bancaires internationaux, vers les autres banques centrales, pour une coopération relative, limitée, mais réelle, qui n'existait pas avant. On a quitté l'hostilité qui était celle du début des années 20, l'hostilité ouverte entre Banque de France et Banque d'Angleterre, et on va aller, et ça va être la ligne autour de Morrow entre 26 et 29, on va aller vers des formes de coopération entre ces banques centrales, et cela, Kenney et Monet le souhaitent très clairement. Pendant le comité des experts, donc il y a un compte-rendu inédit du comité des experts dans le fonds Kenney, dans le fonds familial Kenney. On a la réaction de Monet au plan Rist-et-Kenney qui fait la part belle au crédit extérieur. Monet est enthousiaste à ce projet. Monet transmet à Kenney et à Rist une lettre de Morrow de Dwight Morrow, pardon, qui va amener à vouloir stabiliser absolument le franc fermement, de manière à rassurer les banquiers étrangers. Donc, premier temps de cette ouverture à l'international pendant le comité des experts. Et puis, je l'ai dit également tout à l'heure, pendant les premiers temps de l'installation de la nouvelle équipe, notamment lors du voyage de Kenney, les 2 voyages de Kenney à la Banque d'Angleterre au mois de juin et au mois d'octobre 1926, ce sont les voyages pendant lesquels
Norman propose à la Banque de France, par l'intermédiaire de Quesnay, et donc Quesnay mis en relation avec la Banque d'Angleterre par Monnet, va proposer une intervention commune pour stabiliser la monnaie belge, hein, qui marque le passage concret, hein, dans une nouvelle ère des relations entre banques centrales, hein, qui serait une ère plus coopérative. Donc, pour terminer rapidement sur ce point, quel type d'acteur est donc Jean Monnet à ce moment-là? Il est un transmetteur de messages, il est un connecteur, mais pas seulement. Il est aussi un agent d'influence, hein. Il essaie notamment avec Quesnay d'influencer Laval pour aller dans le sens d'une stabilisation ferme assez tôt, hein, le 14 juin, pardon. C'est la conception que Monnet et moi, nous avons développée à Laval aujourd'hui, 14 juin, en lui disant la possibilité de la stabilisation, c'est aux experts de la démontrer. Le taux, c'est à eux de l'indiquer. La volonté de le fixer immédiatement, ce taux, c'est au gouvernement qu'il appartiendrait de l'affirmer. Hein. Autre moment où il tente d'influencer par ses contacts politiques, visite de Monnet le 2 août, visite de Monnet qui fait marcher Boka pour Bokanovski sur Poincaré, hein, mais veut dire à Moreau ce qu'a dit Strong, donc là aussi, hein, cette volonté toujours de l'ouverture à l'international. Alors, quel rôle a-t-il exactement? Il y a une lettre de Pierre Commer, qui est tout à fait intéressante, le 25 août, où il parle d'un Américain, il recommande un Américain à Quesnay. Il en parle en ces termes: extrêmement intelligent et très vif, très loyal, très sûr. Il m'a souvent fait songer à notre ami Monnet. Il a aux États-Unis une influence très considérable. Ayant commencé avec rien, il est aujourd'hui possesseur d'une fortune d'une quinzaine de millions de dollars, etc. Alors, on a un portrait en creux de Monnet, en partie, à mon avis, juste, hein, la dimension intelligence très vive, très loyale et très sûre, l'influence. Bon, la fortune, je ne suis pas apte avec mes sources à en juger à ce moment-là. Donc, Monnet, à ce moment-là, un acteur très discret de la conversion de la Banque de France à la coopération internationale, qui donne les moyens par ses réseaux à Quesnay de profiter de la situation pour faire avancer ses idées d'ouverture au monde de la Banque de France. Deuxième temps de l'action commune Quesnay-Monnet, ce sont les stabilisations monétaires. D'abord la Pologne. Alors, quels éléments nouveaux apporte le fonds Quesnay? C'est d'abord l'idée d'une intervention de Monnet assez tôt dans l'opération polonaise, en particulier lors du second round de négociation en mars 27. Hein, c'est à ce moment-là qu'on voit le plus à l'œuvre Monnet, avec un rôle en amont des négociations. C'est ça qui est assez intéressant. Il y a ce que j'appelle des négociations du dimanche. Hein, les négociations officielles ont lieu dans la semaine du 28 mars 1927. Eh bien, le dimanche précédent, le 27 mars, c'est chez Monnet. Quesnay note, Denis me demande de déjeuner chez Monnet. Chez Monnet, on trouvera notamment Rajman, des représentants polonais. Très bonne discussion jusqu'à 6h30. Ils partent ensuite pour Genève, Varsovie, Harrison ici mardi. Voilà. Ça se termine par le projet Rist, expert et arbitre, moi, administrateur Polski, hein, pour la banque du même nom. Donc on voit bien qu'il y a un travail de Monnet en amont, là aussi très discrètement, avant les négociations officielles, pour préparer l'action qui sera menée ensuite. On retrouve les connexions américaines, mais je ne vais peut-être pas détailler ici. 5 minutes, d'accord. Donc, pendant cette opération polonaise, donc, les connexions américaines et le travail en amont. En ce qui concerne la Roumanie, rapidement, ce qui est intéressant, c'est de voir le rôle sur le terrain en Roumanie, notamment à l'occasion du voyage Quesnay-Monnet en mars 28, ensemble en Roumanie. Là, on voit Monnet faire pression sur les Roumains pour les amener à ce qu'il veut, dans un rôle vraiment de transmetteur des idées américaines. Hein. Il y a un Monnet qui a finalement une marge de manœuvre assez faible. Dernier élément, il va à ce moment-là travailler y compris les aspects les plus techniques. Hein. C'est Monnet les lawyers qui rédigent le prospectus et le programme, hein, qui seront diffusés notamment auprès de la presse. Donc on a dans ces opérations Pologne et Roumanie la dimension très technicienne de l'action de Jean Monnet, hein, ainsi que le rôle de celui qui apporte la pression américaine sur les interlocuteurs européens. Ça confirme l'idée qu'avait développée le professeur Bussière, que Monnet est bien un outsider, plus technicien que décideur.
Dernier aspect, les années 30. Dernier aspect, les années 30, très rapidement. D'abord, la BRI, les négociations pour la BRI, on retrouve le rôle de monnaie connecteur avec les États-Unis. Une fois Kenney à la BRI, même si le contact est compliqué par les pérégrinations de monnaie, le contact n'est jamais rompu. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est la lettre de Pierre Denis à Kenney, qui lui présente la nouvelle structure que Murnane et Monnet viennent de monter. On a une sorte de structure nouvelle, très déterritorialisée, pardon, une banque en fait sans capital. C'est ça qui est tout à fait intéressant. Elle dispense des conseils et des relations, plus qu'elle ne détient des capitaux, car ce sont, dit Denis, un bagage inutile et encombrant. Inutile de vous dire que je reste associé à la partnership. Elle représente une formule nouvelle de banque fondée sur l'idée qu'un capital est un bagage inutile et encombrant. Le génie financier de la firme et ses vastes relations sur les différents marchés sont à la disposition de tous ceux qui voudraient lui confier une étude ou auraient besoin d'un intermédiaire intelligent pour les négociations. Une banque sans argent, en quelque sorte. Voilà à quoi aboutit cette proposition. Vraiment pour conclure, un aspect quand même tout à fait nouveau, il me semble, c'est l'hypothèse de la Banque de l'Union parisienne en 1936-1937. J'ai un certain nombre de documents, je pourrais les développer ensuite si vous le souhaitez, qui m'amènent à penser que dans la deuxième partie de 1936, Monnet tente une opération de prise de contrôle de la Banque de l'Union parisienne pour mettre à sa tête Kenney. On a notamment, là encore, une lettre de Denis qui détaille explicitement la stratégie employée par Monnet. On a des coupures de presse qui font écho de ces mouvements. Bon, il faut savoir qu'à ce moment-là, la Banque de l'Union parisienne connaît une grave crise, notamment liée à ses placements en Europe centrale et dans une situation assez confuse. Et on voit à ce moment-là Monnet arriver dans le jeu en quelque sorte pour essayer de prendre pied dans la banque. Finalement, l'opération ne se fait pas. Mais René Berger envoie à Kenney en mai 37. J'espère que Monnet restera en contact avec toi. Il t'aime beaucoup et je sais qu'il a été depuis l'échec de notre beau projet d'une parfaite loyauté. Donc on voit quand même la proximité entre les deux hommes, même si elle est plus ténue pendant les années 30, elle reste quand même une réalité. Donc, pour conclure, on a, à travers ce fonds Kenney, et notamment dans la deuxième partie des années 20 et les années 30, un Monnet toujours présent, même là où finalement on ne l'attend pas, c'est-à-dire dans la stabilisation française, dans cette opération de la Banque de l'Union parisienne. En faisant la part du conjoncturel, notamment la situation personnelle plus difficile de Monnet dans les années 30 et cette relation avec Kenney qui est à ce moment-là moins suivie, on a quand même bien l'impression que Monnet est un outsider, comme le disait Éric Bussière, avec un rôle parfois très technique, mais il a aussi cette capacité à agir comme un véritable agent d'influence, notamment par l'intermédiaire de Kenney, dans une relation qui est double, Monnet place Kenney, Kenney place aussi Monnet. Cette proximité, elle n'est pas qu'une proximité technique, elle n'est pas qu'une proximité pratique, elle est aussi une proximité des idées, notamment dans la modernité que portent Kenney et Monnet, recherche de l'accord, ouverture sur l'international, influence du modèle américain. Donc ainsi, on a bien deux hommes qui sont conscients de l'interdépendance internationale croissante avec la mise en place nécessaire d'un nouveau langage commun et d'une modernité à venir dans les outils bancaires. Je vous remercie beaucoup.